Dans le langage héraldique, les couleurs des armoiries sont nommées les émaux, un émail au singulier. Ceux-ci sont, selon Michel Pastoureau, l'élément essentiel du blason. Aucun écu armorié n'est dépourvu d'émaux, qu'ils en colorent le champ, c'est-à-dire le fond, les pièces ou les meubles. Mais quels sont ces émaux et comment les blasonne-t-on? Je vous invite à prendre avec moi une bouffée d'héraldique. Et c'est un fait de société d'une ampleur considérable que l'apparition des armoiries. Parlant blason, Lambel, Bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Eh ben celui-là, avec les deux vipères rouges. Ah celui-là c'est plus qu'un clan, c'est la Carmélide. La Carmélide? Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Une bouffée d'héraldique. Cet épisode fait partie d'une série introductive sur l'héraldique et les armoiries. Si vous êtes déjà connaisseur ou connaisseuse de ce sujet, je vous invite à vous tourner vers les épisodes qui suivront, entre anecdotes héraldiques, armoiries légendaires et blasons de fantasy. Vous trouverez toutes les images ainsi que la bibliographie de cet épisode sur les pages Facebook et Instagram de ce podcast. Pour les retrouver, rien de plus simple, il vous suffit de taper une bouffée d'héraldique sur chacun de ces deux réseaux sociaux. Cet épisode abordera la première strate de l'écu armorié, le champ, le fond de l'écu, c'est-à-dire sa ou ses couleurs, qui sont soit des émaux, soit des fourrures, mais aussi ses possibles divisions, les partitions. Commençons donc de suite par les émaux. Tu serais pas un peu émo, toi? Non, pas du tout. Le champ de l'écu est toujours coloré, et ces couleurs, nommées émaux, sont séparées en deux catégories, les métaux et les couleurs proprement dites. Et chaque émail porte un nom dans le langage du blason. Les métaux sont au nombre de deux, le jaune, qui est nommé or, et le blanc, qui est nommé argent. Les autres principaux émaux ou couleurs sont le rouge, nommé gueule, comme une gueule de loup avec un S final, le bleu, nommé azur, le noir, nommé sable, comme du sable, et le vert, nommé sinople. Et là, il n'y a pas d'autre mot français, donc nous allons l'épeler S-I-N-O-P-L-E. Mais vous pourrez le lire sur le blasonnement qui accompagnera les armoiries de la Hongrie, que nous étudierons dans la suite de cet épisode, et dont une représentation est dès à présent à votre disposition sur Instagram et sur Facebook, comme pour toutes les armoiries que nous décrirons ensuite. Il existe aussi plusieurs autres émaux plus rares, comme un violacé, donc le pourpre, un orange, nommé orangé, un marron, nommé tanné, et un gris, nommé fer. Ces émaux ont une valeur conceptuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence en héraldique entre un bleu clair et un bleu foncé. Il s'agit toujours d'un azur. Chaque matériau, chaque artiste utilise donc une nuance différente d'azur pour les mêmes armoiries. Dans certains cas, comme lorsque les armoiries comprennent un être humain figuré sur l'écu, celui-ci peut être représenté au naturel, c'est-à-dire selon des couleurs réalistes. Les chairs humaines peuvent aussi parfois être décrites comme de carnation, c'est-à-dire d'un beige rosé. Parfois, la couleur est le seul élément présent de l'écu armorié. Il s'agit de ce que l'on nomme des armes pleines, avec un A, comme dans une plaine. Ainsi, la maison des vicomtes de Narbonne porte un écu de gueule plein, c'est-à-dire totalement rouge. Je suis Rackham le Rouge. Les métaux et les autres émaux sont l'objet d'une des seules règles de l'héraldique, dite la règle de contrariété des couleurs. Selon cette règle, il est impossible de mettre un métal sur un métal ni une couleur sur une couleur. Il serait donc théoriquement impossible de faire figurer un lion de sable, noir donc, sur un champ de gueule, un fond rouge. Toutefois, de rares exceptions à cette règle existent et sont nommées les armes à enchère, c'est-à-dire que l'on doit s'enquérir de la raison du non-respect de cette règle. Les plus célèbres de ces armes sont celles du royaume croisé de Jérusalem, d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de 4 croisettes du même, c'est-à-dire des armoiries blanches
avec une croix jaune dont les bras se terminent en T. Cette croix est donc potencée et accompagnée entre chaque bras par de petites croix, des croisettes, jaunes elles aussi. L'apparition de cette règle est, selon Michel Pastoureau, concomitante à celle de l'héraldique au XIIe siècle, comme l'indique le très faible nombre d'armes à encaire dès cette époque. Elle répondrait à un besoin de lisibilité des armoiries, notamment de loin sur le champ de bataille. Les seuls composants des armoiries qui échappent à cette règle sont les petits éléments, les langues, les griffes des animaux, qui peuvent être d'une couleur différente du reste du corps, ou encore des figurés posés sur un champ composé de plusieurs couleurs, soit du fait d'un changement de couleur, d'une partition, soit car ce champ est composé d'une fourrure. Des fous rires. Les montants des fous rires. Ah, des fous rires. En effet, les métaux et les couleurs peuvent être juxtaposés selon des motifs complexes pour former ce que l'on nomme une fourrure. Il en existe deux principales, l'hermine, du nom de ce petit mustélidé qui arbore à l'hiver une fourrure blanche et le bout d'une queue noire, et le ver, V-A-I-R, du nom de la fourrure d'un petit écureuil bleu-gris dont sont constituées, selon certaines versions du conte, les pantoufles de Cendrillon. L'hermine est composée d'un fond argent blanc sur lequel sont semées ce que l'on nomme des mouchetures d'hermine, donc des sortes de triangles surmontés de 3 points qui sont de sable, donc noirs. L'exemple le plus connu de cette fourrure est bien sûr l'écu armorié de la Bretagne, d'hermine plein. Le ver est, pour sa part, composé d'une alternance de clochettes d'azur et de petits pots d'argent. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'armoirie célèbre composée de verre. Je vous propose donc, sur la publication associée à cet épisode, un écu idéal de verre plein pour que vous puissiez en voir une représentation. Ces deux fourrures ont de nombreuses variantes, très rares, selon que l'on modifie les émaux ou les formes utilisées, comme l'herminois, d'or avec des mouchetures de sable, ou le contrevers, où une rangée sur 2 de clochettes est renversée. Notons que les fourrures se comportent exactement comme des émaux simples, c'est-à-dire qu'elles peuvent à la fois être la couleur du champ de l'écu, donc sur lequel est représenté un meuble ou une pièce, mais une fourrure peut aussi être la couleur du meuble ou de la pièce en question, représentée sur un champ d'un autre émail. Il existe donc dans les armoiries des lions d'hermine et, pourquoi pas, des chaussures de verre pour Cendrillon. Mais une fourrure n'est pas la seule manière de juxtaposer plusieurs émaux sur le champ d'un écu. Il existe aussi les partitions. Il s'agit d'une division du champ de l'écu en plusieurs parts de couleurs différentes, le plus souvent en 2 ou en 4. Mais il existe aussi des partitions en 3, beaucoup plus rares, et que nous n'aborderons pas dans cet épisode. Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. On a dit 3 parts, Obélix. Listons maintenant les principales partitions simples. En premier lieu, le parti est une division de l'écu par une ligne verticale. Il est souvent utilisé pour juxtaposer les armoiries de 2 familles qui s'unissent ou de 2 territoires possédés ou revendiqués. Par exemple, Marguerite de France, fille de Philippe III, roi de France et reine d'Angleterre, mariée à Édouard Ier entre 1299 et 1307, porte des armes partie de gueule à 3 léopards d'or armés et lampassés d'azur, et d'azur semés de fleurs de lys d'or. Les armoiries de Marguerite sont donc l'union de celles de son mari, roi d'Angleterre, et de celles de son père, roi de France. Les armes d'Angleterre sont 2 gueules à 3 léopards d'or armés et lampassés d'azur, c'est-à-dire que ces lions ont les griffes, ils sont armés, et la langue, ils sont lampassés de couleur bleue. Les armoiries de France sont quant à elles bien connues, d'azur semé de fleurs de lys d'or. Notons en outre que le blasonnement décrit toujours en premier la partie la plus en haut et la plus à gauche de l'écu armorié. Ici donc les armoiries d'Angleterre qui sont placées à gauche de l'écu armorié. Passons à la seconde partition. Il s'agit du coupé, qui est une division de l'écu par une ligne horizontale,
comme dans les armoiries de la ville de Sienne, en Italie, coupées d'argent et de sable. Là au moins, ils ont fait simple. Le tranché est une division de l'écu par un trait diagonal commençant en haut à gauche de l'écu et au contraire, le taillé est une division de l'écu par une ligne diagonale commençant en haut à droite de l'écu. De nouveau, je n'ai pas trouvé d'armoirie célèbre représentant un taillé ou un tranché, mais vous pourrez vous référer pour des représentations idéales de ces deux partitions à la publication qui accompagnera cet épisode. Notons que les traits de partition ne sont pas toujours droits. Ils peuvent aussi parfois prendre une forme de vague ou de dent, et sont alors décrits selon un vocabulaire que nous n'approfondirons pas ici, mais que nous rencontrerons au fil de nos épisodes. L'addition de ces 4 partitions simples forme 2 partitions divisant l'écu en 4 parts, en 4 quartiers. L'écartelé, divisé par une ligne horizontale et une ligne verticale, est souvent utilisé pour les mêmes raisons que le parti. C'est notamment le cas des armoiries portées par les rois d'Angleterre à partir du règne de Édouard III, lorsqu'il revendique vers 1340 le trône de France, à la suite de la mort sans héritier mâle de son oncle Charles IV. Il écartèle alors les armes d'Angleterre avec celles de France, plaçant même celles-ci en position d'honneur en haut à gauche de l'écu armorié, et donc en premier dans le blasonnement, car le royaume de France reste à l'époque plus important, riche et prestigieux que le royaume d'Angleterre. Ces armoiries des rois d'Angleterre à partir d'Édouard III sont donc écartelées aux 1 et 4 d'azur semé de fleurs de lys d'or, et aux 2 et 3 de gueules à 3 léopards d'or armés et lampassés d'azur. Dans les armoiries ibériques, l'écartelé est parfois formé par 2 lignes diagonales, formant de nouveau 4 quartiers, dont le premier, dans le blasonnement, est le plus en haut. Il s'agit alors d'un écartelé en sautoir. Dans d'autres cas, un même type de partition est répété sur le champ de l'écu. Il s'agit de ce que l'on nomme un rebattement. Le rebattement du parti donne un palais avec des bandes verticales. C'est le cas des armoiries de la maison d'Amboise, palais d'or et de gueules. Le rebattement du coupé donne un facé avec des bandes horizontales. C'est le cas des armoiries du royaume de Hongrie à partir du XIVe siècle. Attention, armoirie compliquée. Partie au 1, facé de gueules et d'argent. Au 2, de gueules à une croix patriarcale d'argent, hissante d'une couronne d'or, sommant un mont de 3 coupeaux de sinople. Si le côté droit de ce parti est assez simple à comprendre, il s'agit d'une succession de bandes rouges et blanches, le côté gauche l'est un peu moins. Il est donc rouge, avec une croix à 2 branches horizontales blanches, qui sort d'une couronne jaune, posée au sommet d'une montagne, composée de 3 petites collines de 3 coupeaux verts. Le rebattement du tranché donne le bandé, comme sur les armoiries anciennes de Bourgogne, qui sont bandées d'or et d'azur à la bordure de gueules. Enfin, le rebattement du taillé donne le barré, qui est extrêmement rare. Notons que lorsque les traits de partition dépassent le nombre de 9, les noms de ces partitions rebattues changent. Il s'agit d'un vergeté plutôt que d'un palais, d'un burelé plutôt que d'un facé, d'un cotissé plutôt que d'un bandé, et d'un cotissé en barre plutôt que d'un barré. Nous croiserons peut-être ce type de partition dans des épisodes futurs. En outre, notons que ces partitions ne doivent pas être confondues avec la répétition de pièces, qui sont des formes géométriques posées sur le champ de l'écu. Ces partitions rebattues sont toujours formées d'un nombre impair de traits de partition, et donc le rebattement commence par le premier émail et se termine par le second. Ainsi, il ne faut pas confondre les armoiries de la maison d'Amboise, palais, et celles de la maison des comtes de Barcelone, d'or à 4 pales de gueules, donc jaune avec 4 bandes verticales rouges. Et puis en plus, ce n'est vraiment pas le même climat entre Amboise et Barcelone. Bien sûr, il existe bien d'autres types de partitions, toutes plus rares les unes que les autres.
Mais je crois vous avoir déjà assez assommé avec cet épisode. Je vais donc y mettre fin. Le prochain épisode portera sur les figurés de l'écu que sont les meubles et les pièces, justement. À bientôt pour une nouvelle bouffée d'héraldique.